Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je m'appelle Antoine Salès-Papou, je suis l'auteur des Communes Libres. J'ai travaillé ces dernières années pas mal avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la théorie de l'ère du peuple. Voilà. J'animerai cette conférence sur les enjeux de formation pour la France Insoumise avec Clémence Guettet, députée du Val-de-Marne et coordinatrice de l'espace programme de la France Insoumise. Et avec Alan Poplar, qui est collaborateur au Monde diplomatique. Donc voilà, je vais commencer directement par leur passer la parole. En commençant par du coup Alan, toi tu as du coup travaillé un peu notamment pour un papier que tu avais fait dans le Monde Diplo sur comment les organisations de gauche à travers l'histoire s'étaient saisies des enjeux de formation militante. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous expliquer voilà, sous quelle forme cette question de la formation a été envisagée au travers les âges et comment ça a évolué finalement à l'intérieur de la gauche militante, la question de la formation. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour... Tout le monde entend? C'est bon? Ouais, d'accord. Et merci beaucoup pour cette invitation à discuter des enjeux de formation dans les partis politiques de gauche. Donc je voudrais montrer ici, comme l'a dit Antoine, comment les partis politiques de gauche ont longtemps accordé une place centrale à la formation des militants et expliquer les raisons pour lesquelles on a progressivement assisté au démantèlement de la formation dans ces mêmes partis, disons, au tournant des années 1980. Je laisserai le soin à Antoine et à Clémence d'évoquer ce qu'il en est plus précisément pour la France Insoumise. Donc je limiterai mon intervention ainsi. Donc je disais que pendant longtemps, la formation intellectuelle et pratique des militants dans les organisations de gauche a occupé une place centrale. Parmi ces organisations, il est évident que le PCF lui a donné sa forme la plus développée, la plus intégrée. Sur le modèle du Parti social-démocrate allemand, le PCF a mis en place dès les années 20, en période de bolchevisation, mais aussi à un moment où le congrès de Tours, la scission du congrès de Tours en 1920, donc, laissait craindre un manque de cadres pour le Parti communiste, donc a mis en place un cursus scolaire complet, hiérarchisé et centralisé. Ce cursus scolaire comprenait des écoles élémentaires à l'échelle locale, des écoles fédérale à l'échelle départementale et une école nationale à l'échelle et une école des cadres à l'échelle nationale. Et pour les dirigeants qui avaient pour les militants qui étaient appelés à occuper des fonctions de direction de premier plan, eh bien, il existait même une école pas centrale, non, l'école léniniste de Moscou, dans laquelle les dirigeants avaient la possibilité de passer un an pour se former. Ce cursus de formation, qui comprenait des leçons magistrales, des cours, donc des répétitions, des évaluations, des notes, permettait à la fois viser non seulement à transmettre une culture politique commune à des militants qui composaient, qui les rendent un parti de masse, mais aussi, et c'est ce qui faisait l'originalité du Parti communiste français, à organiser, à planifier une démocratie sociologique dans le parti. Entre les années 1930 et les années 1990, le Parti communiste français est ainsi parvenu à faire émerger des cadres issus de la classe ouvrière. C'est mieux comme ça? Donc à faire émerger des... Là, je ne peux pas faire beaucoup plus, moi, mais... C'est mieux? C'est plus fort? C'est bon? Donc, est permis donc, je disais que cet appareil de formation permettait non seulement de faire émerger une culture commune parmi les militants du Parti communiste français, mais aussi à organiser, à planifier une démocratie sociologique, c'est-à-dire à faire monter dans l'appareil des cadres issus de la classe ouvrière.
L'idée était que les dirigeants avaient conscience, là je cite Nathalie Étuin qui a travaillé sur cette question-là, les dirigeants avaient conscience que si on laissait faire les choses, un sens caché, c'est-à-dire une sélection par l'argent, un sens caché opérerait inévitablement le tri social entre des militants en favorisant les plus diplômés. Il fallait donc offrir aux ouvriers un capital scolaire de substitution et les faire monter coûte que coûte dans l'appareil en assurant leur promotion sociale. Et de fait, si on pense à Maurice Thorez, à Georges Marchais, à Ambroise Croizat, à Marcel Paul, le Parti communiste a partiellement rempli cette fonction. En tout cas, il l'a fait de manière plus convaincante que ses concurrents. Cette école du parti, cette école de formation, on disait d'éducation. Hein, c'était le mot qui était utilisé. Formation, finalement, est un terme assez récent. Donc cette école du parti n'était qu'un des éléments d'un dispositif de formation plus large. Puisque, à titre d'exemple, on peut par exemple donc, citer les universités ouvrières, en particulier celle de Paris, qui a été fondée par Barbus et par Romain Rolland, et à laquelle a participé par exemple un philosophe, militant et philosophe comme Georges Politzer, dont les cours sont publiés, hein, et que vous pouvez trouver aux éditions d'Elgas, ça s'appelle Principes élémentaires de philosophie, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'on enseignait à ce moment-là, dans des cours du soir, dans les week-ends, par correspondance aussi, c'est ce qui faisait l'originalité de ces formations, ce qu'on enseignait alors aux ouvriers qui y participaient. Dans ces universités, donc, l'enseignement était pluridisciplinaire et permettait de faire émerger cette culture commune dont je parlais. Voilà pour le Parti communiste français. Si on met de côté les fédérations très ouvrières, comme celle de la Seine ou celle du nord de la France, par exemple, le système de formation de la SFIO puis du Parti socialiste, lui, était moins développé. Il n'a jamais en tout cas été aussi intégré que celui du Parti communiste français. Il existait bien sûr des brochures, des camps d'été, des universités populaires, mais le parti n'a jamais éprouvé le besoin de construire, d'édifier une contre-société, comme c'était le cas du Parti communiste français, une contre-société avec son école du parti, ses enseignants, ses manuels prolétariens. Une raison qu'on peut avancer, il y en a sans doute d'autres, mais une raison tient sans doute à ce que les militants socialistes, bien plus que les communistes, s'en remettaient largement à l'école publique pour former des citoyens éclairés. La SFIO était un parti plutôt de classe moyenne, dans lequel les enseignants étaient surreprésentés et dans laquelle la croyance dans les vertus de l'école républicaine était plus enracinée, était plus installée. Ce parti ne revendiquait pas non plus le titre de parti de la classe ouvrière et ne voulait pas faire la démonstration qu'elle pouvait diriger le parti et le pays. Après le congrès d'Épinay, en 1971, la formation redevient quand même un enjeu central. Et celui qui est en charge à ce moment-là la formation, Pierre Jox, triple par exemple le budget alloué à la formation dans le PS. Dans les faits cependant, ce sont souvent les courants qui assurent la formation des militants. Quelques exemples, les cahiers du CRS et Repères pour Jean-Pierre Chevènement, les cahiers de l'ERIS et Synthèse-Flash pour Jean Popren, ou encore FAIR pour les militants proches de Rocard par exemple. Quant au mouvement d'extrême gauche, la formation occupait évidemment une place centrale. Le militant qui voulait adhérer à ces organisations-là devait préalablement être formé. À la LCR, par exemple, il existait des cercles rouges. À l'OCI, des groupes d'études révolutionnaires. Il s'agissait de réunions de formation dont la durée pouvait varier entre 6 mois et 1 an, et à l'issue desquelles les militants sélectionnés entraient dans le parti. Alors ils entraient dans le parti après un camp d'été, souvent d'une semaine, au cours duquel on les intégrait, on les formait à des questions théoriques, mais aussi à des questions d'ordre plus pratique, ou en tout cas d'intervention politique. La vigueur de la formation dans les organisations trotskistes ou anarchistes tient sans doute à la compétition qu'elles se livraient les unes les autres, mais aussi à la rivalité qui pouvait exister entre ces mêmes organisations et le Parti communiste français. Il fallait faire la démonstration de l'utilité de ces organisations-là dans le champ politique. Et de cette période-là, il reste des revues, des brochures, des journaux, des librairies militantes, des radios militantes, etc. Bon, voilà pour le premier point. Une formation centrale dans les organisations du mouvement ouvrier à gauche, qui remplissait plusieurs objectifs. Donner une culture commune. Enseigner ce que le militant anarchiste Fernand Pelloutier appelait la science du malheur, seule à même de forger une conscience de classe.
offrir aux classes populaires un capital scolaire de substitution à un moment où l'école publique était réservée aux plus riches. Et enfin, pour le cas du PCF, promouvoir des cadres ouvriers dans l'appareil et faire la démonstration que la classe ouvrière était à même de diriger un parti et le pays. C'est tout cet édifice qu'on vient de décrire qui progressivement, qui chancelle et qui progressivement est remis en cause au tournant des années 1980. Alors cet affaiblissement, il a beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs, et je vais en citer 3. D'abord, il y a une raison matérielle à cet affaiblissement-là. C'est l'effondrement des effectifs militants, leur vieillissement aussi, qui progressivement rend compliquée la tâche de former des militants dans les organisations politiques. On manque de cadres pour le faire, puis, quand les choses vont de plus en plus mal, de militants tout court pour y assister, et puis de ressources financières aussi, à tel point par exemple que dès 1994, le Parti communiste français substitue à son cursus scolaire que j'ai décrit de simples stages de formation d'une semaine, voire d'un week-end. De même, en 2003, il va vendre le complexe de Draveil dans l'Essonne, là où se sont tenues les dernières universités, les dernières écoles du parti. Donc une raison matérielle d'abord. Ensuite, il y a sans doute une raison sociale à cet affaiblissement, à ce démantèlement-là. La massification de l'enseignement, la hausse générale du niveau éducatif des Français, l'allongement du cursus scolaire aussi des classes populaires, ont pu laisser penser qu'il devenait superflu de former des militants. Après tout, avec 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, eh bien, en matière de formation, chacun pouvait devenir son propre maître. D'ailleurs, cette illusion s'est imposée d'autant plus facilement dans les organisations politiques qu'au même moment, on assistait au retrait progressif des classes populaires dans ces organisations-là. Et donc, dès lors, l'hégémonie des classes moyennes diplômées dans les partis, leur surreprésentation, a consacré le titre scolaire, le diplôme, plutôt que le capital militant qui avait été jusqu'alors la principale voie d'accès aux carrières politiques. Et il suffit parfois d'avoir fait aujourd'hui une grande école pour accéder aux responsabilités militantes. Il y a quelques années, le chercheur Rémi Lefebvre, qui a travaillé sur le Parti socialiste, qui lui-même a longtemps été militant du Parti socialiste, observait « Le Parti socialiste n'est plus un lieu où on accède à un capital culturel. Aujourd'hui, on l'obtient par le diplôme ou bien on se forme soi-même. Le parti comme intellectuel collectif n'existe plus. » Troisième et dernière raison, elle est plus d'ordre idéologique. Elle tient à la reprise en main de la société par les néolibéraux et à l'imposition d'un nouveau sens commun. Imposition qui n'a pas épargné les organisations politiques, puisqu'on a progressivement assisté, avec la percée de l'idéologie antitotalitaire, avec la montée aussi d'une culture du narcissisme, à l'idée que finalement, la formation n'était qu'un vulgaire formatage et qu'on pouvait se passer de cette forme d'embrigadement. Et d'ailleurs, dans certains cercles académiques, chez les éditorialistes aussi, on s'est délecté, on a prophétisé la fin des militants, c'était une espèce de lieu commun, la fin des militants, et on s'est délecté de voir que les organisations politiques s'effondraient les unes après les autres. Bon. Cette idée n'a pas seulement été défendue par celles et ceux qui se sont tenus à distance des organisations politiques, craignant d'aliéner leur autonomie, leur liberté de penser, mais aussi par des militants eux-mêmes. Si on regarde le champ politique de gauche, on s'aperçoit que, par exemple, cette idée elle est très répandue. Elle est très répandue chez les militants, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, qui sont peut-être les plus réfractaires à une pensée appareillée ou à une discipline de parti. C'est pas moi qui, de manière arbitraire, le dis, c'est aussi, je m'appuie sur les travaux d'une sociologue, elle-même militante écologiste, qui s'appelle Vanessa Jérôme. C'est dans ce parti-là qu'on est sans doute le plus soucieux de se distinguer de tout ce qui pourrait rappeler de près ou de loin le Parti communiste. Résultat, en forçant un peu le trait, qu'est-ce qui a émergé ? Une démagogie d'organisation qui promeut chaque militant au statut de théoricien. Je résume. 3 raisons matérielles, sociales, idéologiques, qui ont conduit à la marginalisation de la formation dans les partis politiques à partir des années 1980.
Cette marginalisation, elle a conduit à un désarmement idéologique et organisationnel. Alors, rapidement, d'abord, le démantèlement de la formation a favorisé, a hâté l'ajustement, la conversion pour certains partis politiques, l'ajustement ou la conversion des partis politiques à l'idéologie dominante. On a observé une porosité à l'opinion publique, aux sondages, et l'idée même qu'on pourrait inventer une autre société et que le parti pourrait en être le creuset s'est affaibli, voire a disparu. Deuxièmement, le démantèlement de la formation a dilapidé le capital militant. S'est affaiblie la culture commune qui avait été patiemment accumulée par le mouvement ouvrier, et on assiste de plus en plus à l'externalisation d'une grande partie des tâches qui, jusqu'à présent, incombaient aux militants. Au think tank, on a confié la production théorique, et à toute une série d'entreprises, de prestataires extérieurs, la maîtrise de tâches techniques, l'organisation des meetings, la production et l'analyse de sondages ou de la carte électorale, le collage d'affiches, la distribution de tracts, etc., etc. Et de fait, il ne reste souvent pas grand-chose d'organisations politiques qui ont été mises au service exclusif d'aventures personnelles. Un chiffre, en 1990, la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique comptait 20 partis en France. Aujourd'hui, elle en compte 580. Troisièmement, le démantèlement de la formation a renforcé la dépossession des militants dans les organisations. Un exemple parmi d'autres, l'engouement pour les primaires. Dès lors que celle-ci place sur le même plan le militant et le sympathisant, voire l'adversaire quand il y a des jeux politiques, donc le militant et le sympathisant, qu'elles autorisent tout un chacun à choisir une ligne politique et la personne qui l'incarne, à quoi sert-il encore de former des militants? Bon, je conclus. Il ne faudrait pas noircir quand même le tableau inutilement. La formation n'a jamais complètement disparu. Elle a persisté, au Parti communiste elle a persisté, dans les organisations d'extrême gauche elle a persisté aussi. Et puis de nouveaux partis politiques lui ont donné, dès leur création, une place centrale. Je pense au Parti de gauche, par exemple. Mais de fait, il existe quand même cette tendance de fond. Une tendance de fond qui marque la droitisation des organisations politiques de gauche. Pourquoi droitisation ? Parce qu'à droite, il y a une telle adhésion à l'ordre social et politique que finalement, la formation n'a jamais eu de place dans les partis politiques, exception faite de quelques organisations d'extrême droite qui continuent de transmettre à leurs militants une pensée contre-révolutionnaire. Et l'enjeu aujourd'hui de réarmer du coup les organisations de gauche, de redonner une place centrale à la formation politique est important. Pourquoi ? Parce que d'abord le laminage médiatique n'a jamais été aussi puissant, mais aussi et surtout parce qu'au-delà des partis, c'est toute l'éducation populaire qui est affaiblie, et au-delà des organisations d'éducation populaire, c'est l'école publique elle-même qui est attaquée. Et donc tous les lieux où pouvait se former une conscience critique sont aujourd'hui à rebâtir, à reconstruire, en tout cas à défendre, puis à rebâtir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je pourrai compléter s'il le faut. Merci à toi pour être venu, avoir fait ce petit exposé historique qui, je pense, nous aide du coup à réfléchir, nous, à ce qu'on doit faire aussi. Je vais maintenant passer la parole à Clémence. Donc, Clémence Guettet, je disais, est députée du Val-de-Marne. Avant ça, elle a été secrétaire générale du groupe La France Insoumise dans la mandature précédente et coordinatrice de l'Espace Programme. Donc, elle a occupé un poste de combat où elle a vu le travail intellectuel, le travail programmatique effectué par la France Insoumise. Et donc je voulais savoir comment tu voyais les choses dans ce qui avait déjà été accompli en termes de formation, d'éducation populaire, la manière dont ça a été fait, même si ça n'a été pas forcément fait à travers formellement une école de formation, mais qu'est-ce qui déjà a été fait en termes d'éducation populaire dans tout ce qu'on a fait depuis 5 ans et plus. Merci Antoine.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi j'ai le rôle dans la façon dont on s'est réparti la parole de faire un bilan, on va dire, ça fait maintenant 6 ans que la France Insoumise existe. Ça fait 2 ans qu'on est en campagne présidentielle et donc de revenir un petit peu sur ce qu'on a pu faire, peut-être en creux dessiner quelques lacunes et je laisserai Antoine donner les perspectives et la suite. Et je pense que ce serait intéressant aussi qu'on ait un temps d'échange parce que honnêtement, le fait que vous soyez aussi nombreuses et nombreux sur une conférence aux amphis sur la politique de formation veut dire à quel point on est toutes et tous d'accord sur le fait que ce soit un enjeu et donc que ce qu'on ait réussi à faire soit largement perfectible ou en tout cas que ça nous ait donné des pistes mais qu'on puisse faire mieux et surtout je pense avec un second mandat macroniste, alors même que bon, on est toutes et tous ici convaincus du fait qu'en 5 ans, ils avaient eu déjà le temps de faire autant de ravages, que les gens aient re-signé pour 5 ans de plus, ça nous interroge sur la façon dont on doit mener la bataille culturelle dans la société, sur comment continuer d'aller convaincre encore plus largement. Donc je vais prendre quand même un petit temps pour revenir sur tout ce qui a été fait en temps de campagne électorale, puis hors temps de campagne, les outils dont on dispose de manière plus large. Et dans le moment d'échange, on reviendra peut-être davantage sur les perspectives et la suite. Pour commencer déjà, peut-être pour enchaîner avec ce que vient de dire brillamment Alan, je pense qu'il y a un constat au début de la France Insoumise dont Jean-Luc Mélenchon a beaucoup parlé, qui est qu'on évolue dans un système où la pensée dominante nous est largement hostile, évidemment, où les médias ne sont pas nos alliés pour diffuser nos idées et la façon dont nous, on pense le monde. Et donc, partant de là, dès le début, je vois Antoine Léaumont qui assiste à cette conférence, mais je veux dire l'idée de développer nos propres médias, les réseaux sociaux, de pouvoir diffuser nos idées autrement que par les médias dominants, justement, nous a toujours évidemment questionné. Et donc, quel contenu on a mis derrière ça ? Alors, en temps de campagne présidentielle, déjà, il y a le fait que pour la construction de l'avenir en commun, le programme que je pense ici vous connaissez toutes et tous, la centralité de ce programme dans l'élection de 2017, la façon dont déjà on avait essayé de le construire, nous a amené pour 2022 à faire ce travail sur plus de 2 années entières de réactualisation de l'avenir en commun, de plus de 2 années entières, et surtout de le penser de la manière la plus large et la plus collective possible. Donc je reviens sur ça, puisque en fait, pendant le confinement, on s'est mis à une première actualisation de notre pensée avec tout le travail parlementaire qui avait été fourni par les 17 députés insoumis, par le premier bilan du macronisme, tout ce qu'ils avaient déjà réussi à faire passer comme loi et donc à détruire. Et donc on a fait une actualisation un petit peu factuelle. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à ouvrir des contributions militantes sur ce qu'il faudrait ajouter dans notre programme, la façon dont il faudrait modifier notre pensée. Et on a reçu 5000 contributions sur le programme, sur les différents marqueurs qui nous ont appris déjà beaucoup de choses, sur la façon dont des identifiants politiques qui sont vraiment les nôtres, je pense par exemple au terme planification écologique, au concept de 6ème République, etc., étaient très ancrés dans la pensée des militants et dans ce qui leur semblait important de continuer à creuser pour la suite. Et puis en plus de ça, ce qu'on a pu percevoir beaucoup dans ces contributions, c'est la façon dont on était innervé et nourri par les gilets jaunes et toute l'éducation populaire qui avait pu se faire à ce moment-là, par la force du mouvement féministe où c'était moins le cas pour la présidentielle d'avant, par la force du mouvement des jeunes pour le climat, etc., etc. Donc c'est des contributions qui à la fois nous permettent de saisir même si on vit dans la société, mais de saisir peut-être ce qui est centralement important et ce qui doit être développé, et aussi la façon dont nos militants peuvent être ancrés dans d'autres collectifs et comment notre pensée politique à nous peut être enrichie de cette façon-là.
En plus de ça, on a fait les cahiers de l'avenir en commun, donc il y en avait 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période où on a fait ça, c'était en 2020, où il y avait des questionnaires au centre et on a reçu plus de 10 000 réponses aux questionnaires qu'on avait mis dedans, qui étaient des QCM, donc, parce qu'on savait qu'on aurait des réponses massives, un nombre de réponses massives, et donc il fallait faciliter le traitement. Derrière tout ça, je ne vous fais pas trop l'arrière-boutique, hein, mais ça veut dire qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent au traitement de ces contributions pour essayer d'en sortir un matériau qui politiquement soit utile. On fait des synthèses de contributions qu'on a rendues publiques, etc. Donc il y a à la fois l'exigence de transparence sur les processus qu'on met en place et à la fois essayer de faire un truc très itératif où on rend compte, on fait des synthèses, on remet l'ouvrage sur enfin, on se remet au travail vraiment à différentes reprises. On a tout mis en ligne et ça permet déjà dès 2020 de remettre le travail programmatique au centre et de à nouveau commencer de la formation de militants qui arrivent dans la campagne présidentielle, puisque évidemment il y a une décrue militante entre 2017 et l'entrée en campagne présidentielle d'après. Dans notre mouvement, c'est très particulier, on le sait, puisqu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'adhésion formelle, et donc les gens retournent à leurs activités associatives, à la vie ordinaire, consacrent moins de temps à l'activité militante. Et donc il nous faut quasiment recommencer, comme si l'avenir en commun 2017 n'était pas dans toutes les têtes. En tout cas, c'est dans cette optique-là qu'on essaie de reprendre le travail. Je dis ça parce que, enfin, je reviens là-dessus, même si peut-être vous le savez déjà, mais parce que c'est assez flagrant à quel point, pour nous en tout cas, y compris vis-à-vis de certaines organisations de gauche, mais par rapport au Rassemblement national ou à Renaissance, les macronistes, à quel point on s'y est pris tôt. Et à quel point on essaye de multiplier les étapes du processus pour que ça implique le plus grand nombre. Vraiment, on a mis en place, vous l'avez peut-être vu pendant la présidentielle, un comparateur de programmes assez tôt. On a attendu longtemps avant de pouvoir l'alimenter, ce comparateur de programmes, parce que pour certains, ils nous ont vraiment craché un PDF sur les 3 derniers mois de la campagne présidentielle et c'est censé rouler de cette façon-là. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a essayé de faire. Je vous parlais de qui travaille à ça. C'est une autre caractéristique, je pense, de ce qu'on a essayé de faire, c'est l'existence des groupes thématiques à la France Insoumise. J'en vois d'ailleurs plusieurs membres, animateurs et animatrices dans le public. Il y a 40 groupes thématiques qui ont été formés sur la base des 40 thèmes qu'on avait mis dans les livrets de 2017. Aujourd'hui, il y en a 42, on a ajouté des thèmes, qui donc sont co-animés par un binôme paritaire de gens qui sont qui sont désignés au sein de leur groupe thématique. Et ces groupes thématiques, selon les thèmes, ils comptent entre 20 et 150 personnes. Et quand je vous dis 150 personnes, je pense au groupe sur la planification écologique. C'est 150 membres qui échangent de façon quotidienne, qui font de la veille d'actualité sur ce qui se passe sur les questions écologiques, qui produisent des communiqués de presse au titre du mouvement de la France Insoumise, qui comptent des experts de avec différents profils, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, il y a des universitaires, il y a des syndicalistes, il y a des gens qui, par leur profession, maîtrisent tel ou tel sujet, et il y a des gens qui sont là parce que dans leur quotidien, ils ont eu à vivre de près une des questions. Je pense à la question du handicap, là, comme ça, mais qui, voilà, en tout cas, ont des savoirs froid ou chaud sur une des questions et cohabitent, forment des groupes de travail qui fonctionnent et au sein desquels les échanges sont extrêmement denses. Je pense que ça, c'est assez inédit parce que de la même façon qu'il n'y a pas besoin de carte pour adhérer à la France Insoumise, il n'y a pas besoin d'examen de passage pour rentrer dans un groupe thématique. C'est-à-dire que chaque personne qui est intéressée pour bosser sur le sujet peut y entrer, entre guillemets, c'est des boucles de discussion ou des listes mail, puis des rencontres physiques. Et il y a d'ailleurs une particularité à la période Covid dans notre campagne. Mais donc, chacune peut faire partie de ces groupes. Et donc, les membres des groupes thématiques, tout au long du processus dont je vous ai parlé, sont chargés à la fois du lien, c'est-à-dire ils sont avec les associations, avec les collectifs constitués dans la société plus largement, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle tourné vers l'action, comme l'ensemble de notre mouvement. En gros, on essaye, sur chaque secteur et sur chaque sujet,
de gagner la bataille culturelle. Et ça veut dire des liens quotidiens. Ça veut dire qu'on participe aux invitations qui nous sont faites et que ça peut être les animateurs de groupes thématiques qui y vont. Ça veut dire qu'on essaye de faire progresser nos idées sur chacun de ces sujets partout, tout le temps. Et puis, ils sont chargés de la contribution intellectuelle à proprement parler, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qui font les synthèses dont je vous ai parlé, qui rédigent les livrets quand on arrive à l'aboutissement, qui rédigent les communiqués sur les différents sujets. En parallèle de ça, en commençant, je vous ai parlé de nos outils. Tout le processus programmatique pendant les 2 années a été marqué par notre entrée en campagne présidentielle en réalité dans la période Covid, c'est-à-dire à un moment où les rassemblements physiques étaient très compliqués à mener. Et donc avec cette particularité, plus notre attention très grande aux moyens numériques de militer et de militantisme, eh ben, ça donne énormément, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos de formations données par les groupes thématiques, d'émissions, les forums thématiques où on invitait des experts non France Insoumise, des gens qui venaient mener la réflexion, le débat avec nous. Et donc tout ça, c'est des ressources qui sont disponibles en ligne. Ce que ça dit politiquement, c'est qu'on a essayé de produire énormément de contenu en un temps qui est relativement limité. Parce qu'on avait conscience que ce va-et-vient militant dont je vous parlais nous obligeait à former à nouveau à des enjeux dans le but d'ensuite se tourner vers l'extérieur et de convaincre des gens qui arrivaient à la France Insoumise et ça de manière continue. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit essayer de construire la culture commune et fournir les armes argumentaires à chacun et à chacune pour qu'ensuite les exercices de conviction, le porte-à-porte par exemple, soient pas tétanisants et que ça fait, on arrive, on est avec les camarades, mais on a déjà vu plein de vidéos sur l'avenir en commun ou lu le bouquin ou regardé un livret et on est capable de mener la discussion avec la personne qui est en face de nous et qui est à convaincre. Donc le fait que des gens arrivent en permanente, et puis l'objectif c'est l'appropriation par le plus grand nombre, donc on pense aussi les contenus qu'on produit de façon un peu standardisée, c'est-à-dire constats, projets politiques et propositions. Et tous les documents sont construits sur le même modèle. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça permet qu'on soit spécialiste ou non d'un sujet, qu'on soit familier avec des longs documents écrits ou non, de rentrer très vite dans les documents et d'arriver très vite au cœur du projet politique. Et ça peut sembler une évidence, mais je voulais vous lire par exemple l'introduction du programme de Macron sur la sécurité pour 2022, qui dit « Vivre dans la peur, c'est vivre sans être libre. La peur, c'est désormais celle que nous pouvons éprouver au moment de nous rendre dans une gare, à la terrasse d'un café, à un rassemblement qui pourrait être une cible pour des terroristes. La peur, c'est aussi une forme d'angoisse quotidienne, la crainte de laisser son logement inoccupé pendant qu'on part, de croiser le mauvais regard ou de s'asseoir à la mauvaise place dans les transports, surtout quand on est une femme. La puissance de l'État doit être mise au service de la protection de tous les Français partout sur le territoire. » Quand on lit une introduction politique comme ça, d'un programme, enfin, je dirais, c'est le niveau absolument zéro de la réflexion. Ça ne dit rien, ça ne dit pas ni d'où on part, ni où on veut aller. Et c'est pour ça que nous, dans chaque partie de l'avenir en commun, vous savez, il y a toujours un chapeau politique qui donne notre vision du projet et de toutes les propositions qui vont suivre après. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le constat d'élaborer, par exemple, d'un service public, comment l'école va mal, etc. De donner des chiffres, de donner des faits et de faire référence aussi à toutes celles et ceux qui peuvent lutter dans tel ou tel domaine. Et donc, de structurer comme ça nos documents nous permet, on espère en tout cas, d'élever à chaque fois le niveau de connaissance. Ça donne, par exemple, je veux dire, c'est assez remarquable. Là, on est plusieurs à avoir été élus à l'Assemblée nationale, 75 députés, des gens pour qui, honnêtement, c'est un choc personnel et ne s'était pas projeté dans cette fonction qui peut être extrêmement intimidante, qui peut être où il y a de la violence symbolique dans l'hémicycle parce qu'ils nous prennent pour les gens passage et les gauchistes de service. Et en fait, tout le monde a un niveau de formation politique extrêmement solide. Je ne sais pas si vous avez vu les interventions de la session extraordinaire du mois de juillet, mais quel que soit le parcours, quelle que soit la façon dont on est arrivé à la France Insoumise, eh ben, il y a un niveau
d'homogénéité idéologique et technique et politique qui est très 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 fort, quel que soit le voilà. Et je pense que c'est le cas bien plus largement pour tous les candidats et candidates qui ont mené des campagnes qui malheureusement n'ont pas été élus, mais on n'a pas vu circuler sur les réseaux sociaux, contrairement au Rassemblement national, de gens qui perdaient leurs moyens parce que quand on leur demande service public, ils savent pas trop ce que c'est et finalement ils savent pas trop ce qu'ils doivent répondre. Mais on en rigole, mais je veux dire, l'exercice médiatique est un exercice tétanisant, et là aussi où il y a une violence symbolique extrême et où vous arrivez sur le plateau et c'est tout le monde est pote et vous n'avez pas le bon costume et déjà vous vous sentez super mal, etc. Mais donc déjà c'est tétanisant, et ensuite si vous vous sentez pas armé sur le fond, c'est extrêmement difficile. Et ben si ça arrive au Rassemblement national et que ça n'arrive pas chez nous, je pense que c'est aussi parce que on essaye de construire cette culture politique commune, accessible par différents biais. Ensuite, il y a sans doute l'importance et la centralité du programme. Et là, je crois qu'on le doit beaucoup à Jean-Luc Mélenchon, qui, quand il refuse de faire crier son nom, mais veut faire crier l'avenir en commun ou l'Union populaire, pointe le doigt de façon publique sur la personnalisation d'une campagne présidentielle dans le cadre de la Ve République, répète sur tous les tons que le candidat, c'est le programme, et fait en ça un grand exercice d'éducation civique pour montrer ce qui pour nous est important et ce qui, je crois, a été assimilé par tous les militants, y compris quand on est dans un porte-à-porte sur oui mais Mélenchon blabla. Et ben si on n'avait pas ce programme et tous ces arguments à délivrer derrière, on serait sec. Et là on ne l'est pas. Dire aussi peut-être que on fait ça, je finis sur un truc, juste en période électorale, il y a aussi par exemple l'exercice du chiffrage. Ça n'est pas anodin de faire un chiffrage filmé 5 heures en direct sur YouTube en 2017 et 4 heures en 2022. Je vous dis les nombres, c'est pas pour qu'on dise c'est super long. C'est parce que pour 2022, par exemple, on avait une équipe de 40 économistes et chiffreurs de l'ombre qui ont trouvé le financement avec les outils à notre disposition pour l'ensemble de notre programme politique. Aucune autre formation ne se donne la peine de faire ça. Pourquoi ? Parce que nous, on sait qu'on va être attaqué d'entrée de jeu et 3 fois plus fort sur le fait que ça n'est pas réaliste, qu'on ne pourrait jamais le faire, etc. Mais aussi parce que cette crédibilité, elle nous est permise par le nombre de gens qui ont envie de participer à la crédibilité de notre programme et à sa construction collective. Hors période électorale, il y a plusieurs moments et plusieurs outils qui sont à notre disposition. Il y a ces amphis. Aux amphis jeunes, cette année, ils étaient 400 personnes, c'est-à-dire y compris des lycéens, des très très jeunes, qui rentrent. Et je ne sais pas si vous avez consulté le programme, mais il y a un programme de formation très sérieux, très ambitieux pour ces jeunes. Et puis à la suite, il y a l'édition dans laquelle on est, où je crois qu'il ne faut pas banaliser l'attention, la demande et l'appétence pour ce type de moment de réflexion collective. Là, on est dans le cadre d'une discussion interne, un regard sur nous-mêmes, même si la participation d'Alan nous donne une amplitude à la réflexion, mais il y a des conférences sur absolument tous les sujets qui animent le mouvement social ou qui vont être importants dans cette rentrée politique. Et je crois qu'il ne faut pas le banaliser. Pour beaucoup d'autres formations politiques, les universités d'été, c'est les chefs qui viennent faire des discours et on regarde celui qui est le plus applaudi pour savoir qui va gagner le congrès d'après, quoi. Et ça se résume vraiment à ça. Donc, je pense qu'on essaie de faire différemment sur ce plan-là aussi. Il y a évidemment tout ce que font les groupes d'action au quotidien. Il y a énormément, on peut le voir en allant sur Action Populaire, mais il y a énormément de cafés, de discussions qui sont organisées publiquement pour essayer de se former collectivement à des sujets. Il y a toutes les fiches argumentaires qu'on avait produites pendant la campagne, qui sont des outils qui sont mis à disposition, toujours dans la même optique. Et puis, il y a la production intellectuelle de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, parce qu'Antoine l'a dit modestement, mais son rôle auprès de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi de travailler en permanence à la production d'une doctrine politique qui évolue, la théorie de l'ère du peuple, mais pas que. Et Jean-Luc Mélenchon prend cette tâche intellectuelle très au sérieux, et je pense que
Ils sont devenus rares dans le champ politique à la prendre aussi au sérieux que lui. Des députés, des cadres qui écrivent des livres, c'est le cas d'Antoine, et il y a nombreux de nos camarades qui prennent cette tâche de réflexion intellectuelle au sérieux. Et puis, il y a le travail parlementaire, où là aussi, pour m'en être occupée comme secrétaire générale et puis là, pour être députée, il y a cet objectif, et je crois qu'on l'a réussi, de faire sortir le travail parlementaire de l'Assemblée nationale. Un, pour expliquer ce qui s'y passe, de moins reluisant, mais aussi ce qu'on essaye d'y faire politiquement et ce qu'on essaye de porter. Et c'est pour ça, par exemple, que pendant la crise sanitaire, on a produit des guides à destination des femmes victimes de violences conjugales, à destination des étudiants, et qu'il y a une production comme ça qui est continue, des contre-budgets tous les ans, une production intellectuelle qui est continue et qui est extrêmement dense. Voilà, je vous ai fait un tour d'horizon de ce qu'on a essayé de faire pour le moment, en ayant tout à fait conscience, y compris parce qu'on a réuni les groupes thématiques sur ce sujet, que d'autres enjeux se posent à nous pendant le mandat suivant, l'année qui vient, les 2 années qui viennent, y compris parce que hors temps électoral, on sait qu'on a plus de temps aussi pour penser ce genre d'enjeu un peu de fond. Et donc je serais ravie qu'on échange à la fin de dans la suite de cette conférence sur ce qui nous attend pour la suite. Voilà, merci. Merci Clémence. Moi, je vais dire du coup quelques mots sur des pistes de perspective pour la formation. Je vais essayer de faire rapidement pour laisser beaucoup de place même à l'échange, le maximum possible. Donc, et je vais le faire à partir des questions, de l'analyse qu'on peut porter sur quel est le moment politique qu'on vit d'un point de vue stratégique. À l'intérieur de ce moment, quelles sont nos tâches ? À mon avis, c'est comme ça qu'il faut réfléchir à quelle politique de formation il faut mettre en place, plutôt que de réfléchir un peu dans le vide, dans l'absolu, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. De ce point de vue, je vois trois enjeux principaux pour la France insoumise dans la formation. Le premier, c'est celui, je dirais, de la culture commune. Ça a été évoqué dans l'intervention d'Alan comme un des objectifs de la politique de formation, notamment du Parti communiste français, que celui de créer une culture commune à l'intérieur de la classe ouvrière, en l'occurrence. Je pense que nous aussi, on doit avoir cet objectif dans le moment qu'on vit, dans l'étape qu'on est en train de franchir. Je m'explique. La France insoumise, qui donc est un mouvement plutôt qu'un parti, a été créé aussi sur l'idée qu'il existait dans la société un parti sans mur, c'est-à-dire une communauté culturelle et politique d'individus, de groupes sociaux qui, sans avoir une adhésion commune, une carte commune à un parti, sans aller tous à une réunion de cellules toutes les semaines, partagent un certain nombre de convictions, un certain nombre de références politiques, de références culturelles, qui se sont forgées dans les 2-3 dernières décennies, notamment au travers d'événements politiques. Si on peut penser aux grandes grèves de 95, on peut penser au référendum de 2005, on peut penser à l'altermondialisme, aux mouvements sociaux des années 2000, et on peut penser aussi à ce qu'on a fait, nous, à partir de la création du parti de gauche en 2008, des campagnes du Front de gauche, puis des campagnes insoumises, notamment les campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. Tous ces événements ont contribué à créer ce parti sans mur, cet ensemble culturel et politique à bord flou. Et cet ensemble-là, il a plusieurs caractéristiques qui le différencient des groupes sociaux, notamment de la classe ouvrière, du passé sur laquelle s'appuyait le Parti communiste français et pour laquelle sa politique de formation était créée. C'est qu'à la fois par rapport à la classe ouvrière du XXe siècle, les statuts des travailleurs sont beaucoup plus éclatés, les grands collectifs de travail, les énormes usines à plusieurs milliers d'ouvriers existent de moins en moins, les statuts même des contrats de travail sont très éclatés entre les gens, donc il y a
comme un morcellement, on pourrait dire, de la société, en tout cas de la partie de la société qui nous intéresse. Et en même temps, de manière paradoxale, il y a aussi une circulation culturelle, une circulation des idées qui, à l'intérieur même de ce groupe social, du bas de la société, se fait de manière beaucoup plus rapide, parce que c'est le sens de l'histoire depuis le 19e siècle va dans une mise en réseau générale de l'humanité, les moyens de transport, les moyens de communication, les réseaux sont beaucoup plus denses, beaucoup plus rapides. Le mode de vie urbain s'est généralisé, ce qui contribue aussi à faire, à produire une circulation plus rapide des idées. Et c'est fondamental, c'est pour ça précisément qu'il existe un parti sans mur, qu'il existe tous ces gens qui ont une communauté d'idées, de journaux, de films, de livres, de références historiques qui existent et qui préexistaient même à la création de la France insoumise. Donc jusque-là, comme l'a dit Clémence, lorsque nous avons créé la France insoumise et par nos campagnes présidentielles, nous avons largement contribué à nourrir ce parti sans mur, à y faire circuler nous-mêmes des contenus, à fortifier sa cohérence, à fortifier son homogénéité, par nos campagnes présidentielles, par des événements comme les amphis, par la façon dont on a construit le programme L'Avenir en commun, etc. etc. Tout ce travail-là, qui était en fait un travail d'éducation populaire, même s'il n'était pas formalisé dans des écoles de formation aussi formelles, justement, que celles qui existaient, décrites par Alan du Parti communiste français, c'était quand même un travail d'éducation populaire qui était considérable et qui a amené au résultat politique que la gauche de rupture est finalement en 2017 puis 2022 arrivée en tête de l'ensemble de la gauche, a frôlé 2 fois la qualification au second tour, et surtout en 2022 la gauche de rupture a réorganisé tout l'espace de gauche avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, a réorganisé tout l'espace de gauche dans une coalition où elle est la force principale et la gauche d'accompagnement est la force d'appoint. Donc là, c'est l'étape où nous en sommes. Donc c'est celui de la création de la NUP. La NUP, donc c'est une coalition, mais il faut comprendre que donc la NUP n'est pas l'union pour l'union, c'est l'union autour d'un programme de rupture. Et l'union parce que le programme de rupture est celui qui est mis en avant. Donc il me semble que maintenant, il y a aussi un enjeu pour nous, pour la France insoumise, de faire perdurer la NUP. Et faire perdurer la NUP, ça veut dire donc faire perdurer évidemment l'union, mais aussi faire perdurer la rupture et la centralité de la rupture à l'intérieur de l'espace politique de gauche. Et ça va être un travail qu'il va falloir faire continuellement et qui va passer par la formation, disons la formation d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on va avoir sûrement pour cette étape-là besoin d'un appareil qui soit capable de produire des idées, de discuter des concepts, de mettre en place des sortes d'universités populaires, de faire des conférences, d'organiser des colloques, de tourner dans le pays pour prendre en charge ce travail idéologique, ce travail culturel qui devient encore plus important maintenant, qu'il faut que la NUPES, l'alliance politique qu'on a créée, que le leadership de la gauche de rupture se confirme de manière durable dans cette alliance. Donc ça, c'est le premier enjeu concernant, à mon avis, la politique de formation de la France insoumise, il est celui-ci. Je pense qu'on a un outil pour le faire qu'on a créé il y a, il me semble, 2 ans, qui s'appelle l'Institut La Boétie, qui pour l'instant a eu une activité, mais une activité relativement faible, mais qui pourrait prendre en charge cette tâche d'éducation populaire liée avec le lien avec les universitaires, le lien avec les intellectuels et la production d'idées, pour que dans ce domaine-là aussi la gauche de rupture ait le leadership. Voilà, ça c'était pour mon premier point, celui de la culture commune. Le deuxième enjeu stratégique important dans le moment va être évidemment celui d'élargir le bloc populaire.
Vous savez, vous avez sûrement entendu parler de l'analyse qu'on a produite après la présidentielle et la législative, qui est celle des 3 blocs dans le pays. Un bloc populaire constitué autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, puis autour de la NUPES à la législative. Un bloc libéral, de droite, bourgeois, appelons-le comme on veut, constitué autour de Macron avec éventuellement LR comme force d'appoint, et un bloc d'extrême droite réactionnaire constitué autour du Rassemblement national. L'enjeu, donc, et c'est bien pour ça aussi qu'on a fait la NUP, c'est d'élargir au maximum le bloc populaire et donc d'aller en fait raccrocher le 4e bloc qui est le bloc caché, qui est celui des abstentionnistes, où il y a voilà, autant d'abstentionnistes. En gros, il y a entre 11 et 12 millions d'électeurs au présidentiel dans chaque bloc, et il y a à peu près autant d'abstentionnistes à la présidentielle. Pour le faire, il faut donc travailler. La NUPES est elle-même une stratégie pour aller chercher les abstentionnistes, puisque l'Union est destinée à montrer qu'on est prêt à assumer le pouvoir, et donc retourner dans la politique, retourner dans le vote peut avoir une utilité concrète, immédiate, autre que juste témoigner son attachement à une communauté d'idées, mais pour changer les choses concrètement. Mais il doit y avoir d'autres stratégies qui sont déployées pour chercher ces abstentionnistes. Notamment, s'il y a une démonstration qui a été faite pendant la présidentielle, c'est que le militantisme, l'action militante, je pense vraiment à l'action militante locale, au sens vraiment ancré localement du terme, a une utilité. Si on voit les résultats qu'on a fait dans les quartiers populaires, on peut largement corréler ces résultats évidemment à une ligne politique et un discours, mais aussi au fait que pendant toute la campagne, on a mis en place les caravanes des quartiers populaires, on a mis en place une stratégie militante de porte-à-porte extrêmement développée, peut-être la plus développée qui a été mise en place depuis longtemps dans ce pays. On a mis en place plus de 3000 référents d'immeubles qui sont des militants qui ont en charge leur cage d'escalier, qui avaient en charge pendant leur campagne leur cage d'escalier en cité HLM. Et donc les résultats très importants qu'on a eu dans tout un tas de quartiers populaires sont aussi corrélés au militantisme qu'on a mis en place dans ces quartiers. Maintenant, il faut aussi voir que dans ces quartiers-là, il continue à y avoir une abstention qui est supérieure au reste, au reste du territoire français, y compris à la présidentielle. Et on peut se dire que si dans les quartiers populaires, à la présidentielle, on avait rattrapé le différentiel d'abstention par rapport au reste de la société, peut-être que Jean-Luc Mélenchon serait au second tour. Donc on ne peut pas non plus se satisfaire entièrement de cette situation, et il y a encore des abstentionnistes à aller chercher dans ces quartiers. Et je pense que, étant donné notre résultat dans les quartiers populaires, étant donné l'enjeu qui est devant nous, qui est celui de conquérir le bloc des abstentionnistes, nous avons une responsabilité aussi de faire émerger une génération de militants sérieux, disciplinés, efficaces, issus même de ces quartiers. Je pense que maintenant, c'est aussi ce maillage-là qui nous fera progresser encore plus dans ces espaces-là. Et c'est pourquoi ça aussi, c'est un enjeu de formation. Puisque c'est un enjeu pour la France Insoumise de disposer d'un outil qui lui permet de former des militants dans les endroits où nous avons à conquérir. Deuxième exemple sur cette question du militantisme, et qui va aller vite parce qu'il revient un peu au même finalement. Il y a eu une petite discussion après la présidentielle, après les législatives, sur la question de nos résultats dans la France périphérique, donc dans la ruralité, dans des espaces éloignés des grandes métropoles, avec l'idée que des faibles scores dans ces espaces-là pouvaient aussi constituer une marge de progression. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce débat parce qu'on pourrait aussi remettre en cause cette affirmation bref. Mais en tout cas, si on regarde les résultats de la présidentielle et de la législative, on constate la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de la France périphérique, ou dites comme tels, même si cette expression est assez impropre. Il y a des espaces de la ruralité, en tout cas, qui ont voté Mélenchon, puis qui ont voté NUPES.
Et ces espaces-là, ils sont à chaque fois caractérisés par un tissu militant, un ancrage militant, une histoire militante particulière qui fait que c'est pas le Rassemblement national qui gagne, mais c'est nous. Je prends quelques exemples. La Creuse, nous avons gagné la circonscription de la Creuse. C'est un département qui, si vous avez suivi un peu ces choses-là depuis les 20 dernières années, a joué un rôle particulier dans la lutte contre la désertification des services publics, avec notamment des rassemblements assez célèbres qui avaient lieu à Guéret. Voilà, donc c'est pas un hasard si à la fin on se retrouve avec une députée insoumise dans la Creuse. Pareil en Haute-Vienne où nous gagnons, je pense, 2 circonscriptions sur 3. La Haute-Vienne est un lieu historique de la gauche ouvrière. Limoges est le lieu de la fondation du congrès fondateur de la CGT. On l'appelait la capitale du maquis, enfin De Gaulle l'a appelé même, je crois, la capitale du maquis après la Seconde Guerre mondiale, pour le rôle que toute la région a joué dans la résistance. Donc voilà, c'est aussi un lieu, parce qu'il reste un tissu militant issu de cette histoire, qui fait que nous gagnons plus facilement. Je voudrais citer aussi notre camarade Laurent Alexandre, qui est député de l'Aveyron, qui était un maire ouvrier de la petite commune d'Aubin, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a fait le premier meeting de la présidentielle. Donc voilà, c'est aussi sa présence à lui et une présence du coup insoumise particulière dans ce coin-là qui historiquement était un bassin minier, donc très ouvrier et très rouge aussi, qui fait que nous pouvons remporter cette circonscription pour le coup en plein dans dans un espace qui est très, très éloigné des métropoles, qui est industriel en déclin, qui correspond à ce que d'autres espaces où on dit que le Rassemblement national est en progression. Donc là aussi, il y a un enjeu pour des territoires où cet ancrage militant n'existe pas à ce point-là aujourd'hui, de le développer et donc de développer de la formation pour avoir concrètement les personnes qui vont jouer un rôle pas de chef, un rôle pas de baron local, mais un rôle d'entraîneur local, de déclencheur, de mobilisation, de représentant tout simplement de ce qu'on est, nous, la France Insoumise, dans des espaces où pour l'instant nous y sommes moins présents, parce que c'est aussi une clé pour progresser là où on est moins présent. À mon avis, l'ancrage militant est plus une clé d'explication intéressante pour progresser dans ces espaces-là que d'autres questions de ligne politique. Voilà, ça c'était pour le deuxième enjeu. Et donc le troisième enfin, et après je m'arrêterai, je vais aller très vite. Le troisième enfin, c'est l'analyse du moment vraiment immédiat, un peu plus large, et des possibilités de rupture qui existent dans la société. On voit que le système là est en train d'arriver à plusieurs impasses. L'impasse écologique évidemment, qui est en train de mettre au pied du mur très concrètement un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne ou d'aspects de la vie économique du pays. L'impasse économique avec un capitalisme qui est en crise depuis de nombreuses années et qui a de plus en plus de mal à surmonter ces crises. Je ne ferai pas la démonstration ici parce que sinon ça durerait trop longtemps. Mais avec le dernier épisode qui est maintenant celui de l'inflation, qui pareil met au pied du mur un certain nombre de secteurs de la société qui étaient déjà au bord de l'équilibre, au bord de la rupture. Et cet élément supplémentaire vient rajouter une mise au pied du mur, une impasse supplémentaire. On sait aussi qu'on est entré depuis la dernière séquence électorale dans une crise politique, dans une crise du régime macroniste de la Ve République, puisque Macron a perdu la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il gouverne donc avec un groupe minoritaire dans cette Assemblée, que LR ne veut pas formellement faire de coalition avec lui, et que donc il est toujours tributaire de méthodes plus autoritaires, de faire des 49-3. En tout cas, il a donc perdu sa majorité. Sa première ministre n'a même pas sollicité elle-même un vote de confiance devant l'Assemblée nationale. Donc ces éléments, globalement, amènent à une situation où pourrait se déclencher en France un processus de révolution citoyenne. Ces différents composants sont là, en tout cas, et
la France insoumise se dit justement le mouvement de la révolution citoyenne. Donc il va être aussi important dans les mois et les années qui vont venir pour la France insoumise et pour les militants insoumis de pouvoir accompagner des événements, de pouvoir les orienter, se fondre dedans et voilà, aider éventuellement le peuple français à mener à bien une révolution citoyenne jusqu'à la convocation d'une constituante. Pour cela, nous avons besoin aussi d'avoir des militants qui ont un bagage théorique solide pour pouvoir analyser les événements, les comprendre et agir dedans. Ce bagage théorique, il est évidemment divers, il a des sources diverses. C'est autant le matérialisme marxiste que la théorie de l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, que l'humanisme radical, que d'autres sources peut-être encore. Mais en tout cas, il y a besoin d'un approfondissement sûrement de la formation théorique et du bagage théorique dont dispose chacune et chacun des insoumis pour pouvoir être des déclencheurs, des éclaireurs dans des événements qui pourraient s'approcher d'un processus de révolution citoyenne. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai tracé 3 perspectives sur la politique de formation, à mon avis, qui ont un rapport avec les tâches politiques concrètes que nous avons à mener dans l'immédiat.